Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler de l'axe thyroïde-intestin. On verra un petit peu quel est le rôle du microbiote intestinal dans la santé de la thyroïde. Et pour aborder cette thématique, on a la chance aujourd'hui d'être accompagnée par Véronique Liès. Bonjour Véronique. Bonjour Liane, bonjour tout le monde. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de Livestorm, après je reviendrai sur l'agenda, vous pouvez donc, comme vous le voyez, interagir dans le chat directement et on a quelqu'un de l'équipe qui est là pour répondre à tous vos petits messages. S'il y a des questions techniques, notamment au niveau du fonctionnement de la plateforme Livestorm, n'hésitez pas. Pour tout ce qui va être questions, ça sera la petite rubrique à côté, donc en bas à droite, la rubrique questions, et on a 15 minutes à la fin de la présentation pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure à bien les poser. Et aujourd'hui, au niveau de l'agenda, on va d'abord présenter rapidement la thyroïde, voir un petit peu quel est le rôle des hormones thyroïdiennes, comment sont produites ces hormones thyroïdiennes. On verra les différentes formes d'hypothyroïdie, les symptômes et les pathologies qui peuvent être associés. Et ensuite, un petit peu au niveau des solutions micronutritionnelles, les nutriments de la thyroïde. Et enfin, ce lien donc thyroïde-microbiote. Et donc, je vais pouvoir laisser la parole à Véronique, qui va donc commencer par se présenter avant d'entamer cette présentation. Oui, bonjour tout le monde et merci d'être là si nombreux. Donc je suis Véronique Liès, je suis diététicienne nutritionniste de formation et puis formée à la micronutrition. Je suis auteure de livres, notamment un sur les hormones. Donc c'est vrai que la thyroïde, c'est un sujet que je connais un petit peu. J'ai la chance de l'enseigner aussi dans le cadre d'un DU à l'université de Grenoble et dans le cadre de formations en ligne que je donne sur mon site. Donc, on va aborder ce sujet, mais on va l'aborder sous un angle un petit peu particulier, puisque habituellement, eh bien, on parle des nutriments, évidemment, de la thyroïde que globalement, vous connaissez. Et aujourd'hui, on va le faire aussi, mais vraiment sous l'angle du microbiote, qui est donc un axe un petit peu moins connu, on va dire ça comme ça. Alors, on va donc avoir une première partie où je vais reprendre rapidement quelques bases, on va dire, mais je vais vraiment y aller un petit peu vite parce que vous l'avez bien compris, on ne peut pas parler de la thyroïde comme ça de façon complète en moins d'une heure. Mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de faire un petit focus et une prise de conscience vraiment de toute l'importance de ce microbiote et de l'écosystème intestinal dans la santé de la thyroïde. Donc la thyroïde, évidemment, c'est une petite glande, comme un petit peu un papillon, qui est formé de deux lobes, comme vous le savez, et qui est fixé au niveau du cartilage thyroïdien. Et donc, ces deux lobes sont remplis d'une protéine riche en iode, qui est appelée la thyroglobuline, mais aussi remplie d'hormones thyroïdiennes, évidemment, donc la T4, et même des petites quantités de T3. Donc, j'ai indiqué que la petite glande, la thyroïde, elle pèse 25 grammes, mais bien évidemment, dans le cas de goitre notamment, elle peut prendre du volume et donc prendre du poids. Donc, elle peut peser 150, 200 grammes parfois. Du coup, elle sera visible, bien évidemment. Donc, elle est composée de follicules thyroïdiens, avec deux types de cellules, les cellules folliculaires qui sont évidemment les plus nombreuses et qui vont sécréter les hormones thyroïdiennes, et puis les cellules C, comme on les appelle, qui vont sécréter la calcitonine, donc très impliquée bien sûr dans le métabolisme du calcium et du phosphore. Donc, cette thyroïde, c'est un organe absolument central, un organe phare. Elle est impliquée dans la stimulation des sécrétions gastriques. Donc, c'est vrai qu'on se pose souvent la question, il y a de plus en plus avec l'âge de personnes qui ont des problèmes de digestion et de reflux, eh bien, il faut penser évidemment à cette thyroïde. Elle est impliquée partout, en fait, donc la santé rénale, le cholestérol, par un mécanisme qui aujourd'hui est très bien décrit, eh bien, il va monter puisqu'il faut de la T3 pour que ce cholestérol puisse rentrer dans la mitochondrie et être transformé en préninolone. Eh bien, fatalement, si on n'a pas cette petite protéine qui aide le cholestérol à rentrer et qui est donc sous la dépendance des hormones thyroïdiennes, eh bien, le cholestérol circulant va monter.
cette thyroïde est très importante dans la croissance osseuse chez l'enfant, dans la maturation du cerveau en période prénatale, et chez les adultes, on sait que voilà, elle remplit tout un tas de liens, et elle peut même être associée, bien entendu, à la santé mentale, à des sentiments de somnolence. Et bien sûr, la fertilité, l'ovulation, le cycle, donc les menstruations sont aussi eh bien, sous le contrôle de cette thyroïde qui est vraiment donc un organe chef d'orchestre. Alors, les 3 grandes fonctions importantes qu'on va retenir, c'est vraiment le fait que ces hormones thyroïdiennes interviennent dans le métabolisme énergétique, dans le contrôle de la température corporelle, puisque ça fait partie des symptômes, évidemment, la frilosité quand cette thyroïde ne fonctionne pas très bien. Elle joue un rôle dans la régulation lipidique, on l'a dit, mais aussi protidique, glucidique et au niveau donc du cœur, des muscles, des cellules graisseuses. Donc elle a un rôle absolument clé dans le métabolisme et dans le catabolisme, quand c'est évidemment en fonction de si ça penche dans un sens ou l'autre. Et donc la croissance, je l'ai dit, du cerveau, des os. Et donc elle est bien sûr très importante pour le fœtus, donc pendant la grossesse. Alors, rapidement, ces hormones thyroïdiennes, comment sont-elles produites? Eh bien, il y a d'abord synthèse de thyréoglobuline, qu'on appelle aussi thyroglobuline parfois, qui est donc la précurseur fabriquée par les follicules de la thyroïde. Ensuite, on va avoir une absorption et une capture des iodures, et pour ça, il faut une pompe à iodure, donc ça nécessite un transport actif, et donc pour ça, il faut de l'énergie, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des mitochondries qui fonctionnent correctement, ça veut dire qu'il faut du magnésium, coenzyme Q10, des vitamines du groupe B, donc on voit bien que tout le statut nutritionnel va être très impliqué. On va avoir cette thyréoglobuline qui va être associée à l'iode, donc on a iodination de la thyréoglobuline grâce à la fameuse TPO, que vous connaissez certainement, puisqu'on va doser les auto-anticorps anti-TPO quand on a des problèmes thyroïdiens. Et puis on va avoir une oxydation de l'iodure, donc la TPO va utiliser pour ça du peroxyde d'hydrogène pour oxyder donc l'iodure en iode, et la TPO va relier la thyréoglobuline et l'iode et former MIT, qu'on appelle donc monoiodotyrosine, et DIT, diiodotyrosine. Et donc MIT et DIT eh bien, vont s'associer, ils vont être combinés grâce à la TPO pour former T3 et T4. Et ces hormones vont être donc stockées dans les follicules dont je vous ai parlé. Alors, donc, cette production des hormones thyroïdiennes, eh bien, elle se fait donc, on le voit, au niveau de la thyroïde. La thyroïde, elle va produire à peu près 20% de T3, on l'oublie, donc la T3, elle ne vient pas que exclusivement de la transformation de T4 en T3, elle peut être produite aussi en partie directement par la thyroïde. On a une production de T4, bien entendu, et comme je l'ai dit, cette T4 va se transformer, être activée, puisque les hormones actives, ce sont évidemment les T3, enfin la T3, et donc cette transformation de T4 en T3 se fait grâce à la 5' des iodases. Et puis, on a une petite production de T3 reverse, qui est une T3, mais qui est inactive et qui, malheureusement, enfin, qui a des bienfaits, puisque le but, c'est de limiter le risque, justement, d'un excès de T3 à partir de T4. Donc, lorsque il y a une production un petit peu exagérée, excessive de T4, eh bien, il y a une forme de protection. Et donc, une partie de la T4 se transforme en T3 reverse. Je ne vais pas parler énormément de cette T3 reverse aujourd'hui, mais voilà, sachez qu'elle existe. Elle se dose aussi dans le sang, mais comme ça, vous voyez un petit peu comment tout ça se passe. Et ces enzymes de conversion, notamment la 5' des iodases, sont sélénium dépendantes, et donc ce sélénium est très important. Comme beaucoup de systèmes dans le corps, c'est une histoire de rétrocontrôle. Nous sommes extrêmement bien faits. On va avoir une production hormonale, une production de TRH, qui est donc une hormone évidemment au niveau de l'hypothalamus. Cette production de TRH va stimuler l'hypophyse à faire de la TSH, ce qui va stimuler la thyroïde eh bien, à produire des hormones thyroïdiennes qui vont passer dans le sang avec une conversion principalement
hépatiques, mais pas que, mais principalement hépatiques, et donc après des effets de ces hormones T3 au niveau de nos tissus. Et à partir du moment où eh bien, on a suffisamment d'hormones, on va avoir un rétrocontrôle et donc une inhibition de cette TRH pour calmer la production de la production hormonale, comme vous le savez. Alors, notre thyroïde, elle peut malheureusement être malade et il y a plusieurs types de problèmes qui se posent. Vous pouvez avoir une maladie thyroïdienne que l'on dit primaire, c'est le plus fréquent, et là c'est vraiment dans ces cas-là que la thyroïde va être responsable. Vous pouvez avoir une maladie thyroïdienne secondaire, où là c'est l'hypophyse qui va poser problème, et donc à partir de ce moment-là, puisque l'hypophyse elle est supposée fabriquer de la TSH, si elle ne fonctionne pas bien, elle peut ne pas produire suffisamment de TSH. Donc, on peut avoir, c'est très important de bien l'intégrer, une TSH basse et un problème thyroïdien, à partir du moment où l'hypothyroïdie, elle n'est pas primaire, mais elle est secondaire. Et vous avez exactement le même problème avec les maladies thyroïdiennes tertiaires, où là c'est l'hypothalamus, donc souvenez-vous, ça va être la TRH qui va poser problème, qui ne va donc pas remplir son rôle de stimulation de la TSH. Ceci dit, la plupart du temps, le problème vient directement de la thyroïde, donc on parle le plus souvent de maladies thyroïdiennes primaires, mais il ne faut pas exclure cette hypothèse que ça puisse être secondaire ou tertiaire. Alors évidemment, je ne vous apprends rien. Lorsque on a trop d'hormones thyroïdiennes, on va parler d'hyperthyroïdie, excès de T3, excès de T4, et a priori donc une diminution compensatoire de la TSH, et quand on n'a pas assez, ça va être une hypo. Donc des hyper, il y en a aussi. Elles sont aussi parfois corrélées au microbiote. C'est vrai que les hypos sont plus fréquentes. Alors, en termes de maladies auto-immunes, au niveau des hyper, c'est la maladie de Bézout ou de Graves. Et en termes d'hypo, la maladie évidemment auto-immune que l'on connaît, c'est Hashimoto. Ce qui est certain, c'est qu'on a une augmentation de la mortalité chez les personnes qui présentent des troubles de la thyroïde. Donc, ce n'est pas du tout anodin. Donc, comme je l'ai dit, plusieurs types d'hypothyroïdie, la primaire, la secondaire, la tertiaire, je viens de vous l'expliquer. Et puis, on a aussi des hypothyroïdies un petit peu plus subtiles, un petit peu plus difficiles parfois à diagnostiquer. Alors moi, je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas là normalement pour poser un diagnostic, c'est certain, mais j'observe dans ma pratique, malgré tout, que on a des patientes qui vont avoir des valeurs qui sont plus ou moins dans les normes ou qui sortent un petit peu des normes, mais à qui on a dit pas de problème, tout va bien, et qui pourtant présentent tout un tas de symptômes. Et donc, on parle d'hypothyroïdie subclinique ou fruste. Hein. Vous avez, je pense, déjà entendu, bien sûr, ces appellations. Et donc, on peut avoir plusieurs types de problèmes. On peut avoir des hormones thyroïdiennes T4 qui ne vont pas se transformer en T3, suite à des déficits nutritionnels, par exemple. On peut avoir, j'en ai parlé tout à l'heure, une T4 qui va se convertir en excès en T3, ce sont T3 reverse, ce sont des choses qui peuvent arriver. On peut avoir aussi une T3 qui ne rentre pas dans le noyau de la cellule, puisqu'évidemment, pour être active, ces hormones doivent pénétrer dans le noyau cellulaire. Donc voilà, on peut manquer d'hormones, ne pas produire suffisamment de T3 par un problème de conversion, avoir trop de T3 reverse ou avoir un problème au niveau du noyau. Et donc, on voit encore une fois que c'est très bien, évidemment, les dosages de TSH, etc., c'est à faire, mais souvent, juste une TSH, ça peut en tout cas faire passer à côté de problèmes. Donc, cette hypothyroïdie subclinique, elle est quand même plus fréquente qu'on ne le pense. Il est donc assez sous-diagnostiqué de manière générale. Attention quand même, parce que parfois il est un peu surdiagnostiqué. Hein, c'est toujours la thyroïde, dans certains cas. Donc, évidemment, ce n'est pas le cas non plus. Et donc, on va avoir une élévation de la TSH dans des valeurs soit qui restent dans les normes, soit un petit peu plus importantes, avec des T4 et des T3
qui peuvent être aussi plus ou moins normales, mais là plutôt dans des valeurs basses. Mais par contre, on va se rendre compte par l'anamnèse qu'il y a toute une série de symptômes qui sont présents. Et donc évidemment, cette hypothyroïdie subclinique, elle peut évoluer. On considère qu'à peu près 30%, un tiers, on va dire, des cas évolue vers une vraie hypothyroïdie et dans le reste du temps, ben, ça peut revenir, voilà, ça peut être transitoire, donc pas non plus traité, d'où le rôle important de la nutrition parce que ça permet parfois de faire des petites mises au point qui sont suffisantes sans devoir passer par un endocrinologue ou un médecin pour la prise en charge. Donc, cette hypothyroïdie subclinique, elle est pas rare. On considère que 20% des femmes de plus de 60 ans en souffriraient. Et bien entendu, ça contribue aussi au problème de poids chez la femme après la ménopause. C'est une des raisons qui font que la nature a décidé qu'à partir d'un certain âge, on se mettait en mode stockage pour la plupart. Donc voilà, donc le problème aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est que les taux, les valeurs, les normes de référence au niveau sanguin, eh bien, elles sont très très larges puisqu'elles vont de 0,3 à 4, 4,5. Donc ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est une fourchette qui va de 1 à 20 pratiquement. Et donc, force est de constater qu'on a quand même beaucoup de chances d'être dans les normes. Et certains médecins et certaines publications même nous invitent à être vigilants à partir d'une TSH à 2 ou à 2,5, mais c'est surtout les symptômes qui vont nous aiguiller finalement. Et donc, il y a un rapport, donc c'est des choses qui sont publiées, un rapport publié dans le Lancet qui confirme qu'il y a divers niveaux de TSH qui sont dans la fourchette, dans les normes, et qui sont pourtant associés à une clinique parlante en termes d'hypothyroïdie la plupart du temps. Puisque notamment les hyper, elles se voient plus facilement au niveau sanguin. Alors, plein de symptômes d'hypothyroïdie, et évidemment, le plus connu, la fatigue, à égalité, je dirais, avec tout ce qui est prise de poids, frilosité et constipation, mais c'est aussi sécheresse de la peau, les ongles, enfin tout ce qui est fanère, des œdèmes comme ça au niveau des yeux notamment, mais aussi des jambes, une tension basse, un risque de migraine, le cholestérol qui monte, je vous l'expliquais, l'humeur qui est un peu en berne, alors des douleurs articulaires, des problèmes de confusion, mémoire, un peu de bradycardie, ça peut aussi, dans des cas un peu moins fréquents, entraîner des calculs biliaires ou rénaux, et ça perturbe, on l'a dit aussi, tout ce qui concerne le cycle et la fertilité. Donc, le menu est varié, j'ai envie de dire, et donc voilà, ça c'est vraiment les symptômes auxquels eh bien, peuvent être confrontés votre patient en cas d'hypothyroïdie, bien entendu. Et le problème, c'est que fatalement, face à ces symptômes, la tentation est grande de proposer un traitement. Et donc, vous allez avoir des personnes, alors j'allais dire des femmes, par réflexe, maintenant, c'est vrai que c'est plus féminin, mais il n'y a pas que des femmes. Donc, voilà, soyons larges, mais ça touche quand même nettement plus les femmes. Mais vous avez donc des personnes, des patients, à qui on va donner tantôt des statines, tantôt des antidépresseurs, ou des anti-inflammatoires, ou que sais-je. Bref, toute une série de traitements qui vont servir finalement à la prise en charge des symptômes, mais sans percevoir qu'en réalité, à l'origine de leur problème, eh bien, il y a donc un problème de thyroïde. Et donc, c'est un problème, puisque c'est quand même un peu con d'être mis sous statine et sous antidépresseurs quand c'est la thyroïde qui fait pas son job. Alors, aujourd'hui, très clairement, il y a des tas de publications sur les liens qui existent, et j'ai vraiment pas du tout le temps de tout montrer, mais c'est juste incroyable. Donc il y a vraiment des tas de publications qui confirment le lien entre troubles de la thyroïde et d'autres pathologies, et quelque part c'est logique.
et non seulement les troubles de la thyroïde bien francs et clairs, mais aussi beaucoup de publications sur les problèmes d'hypothyroïdie subclinique et des pathologies. Des pathologies globalement très métaboliques comme l'obésité, l'insulinorésistance, les troubles les hypercholestérolémies, l'hypertension et même cette fameuse NAFLD qui va potentiellement évoluer en NASH, etc. Donc tout ça évidemment fait le lit et le nid de maladies cardiovasculaires, mais pas que, puisque tout ce qui est cognition aussi va en prendre un coup, et même la santé pulmonaire, la santé rénale, la santé hépatique. Donc voilà, de très, très nombreuses publications confirment ces liens, et donc c'est absolument pas anodin, bien entendu, de souffrir de problèmes de thyroïde. Alors, au niveau micronutrition, je vais faire un mini rappel parce que c'est quand même important des liens qui existent entre certains nutriments et la thyroïde. Et puis, on rentrera un petit peu plus dans la partie consacrée au microbiote. Alors, la tyrosine, bien entendu, puisque cette tyrosine, il y a 2 tyrosines qui vont s'associer avec élimination d'alanine et hop, vont être à l'origine des hormones thyroïdiennes. Évidemment, l'iode, qui est le composant des hormones thyroïdiennes, pas besoin de vous donner plus d'explications. Le sélénium, qui contribue à la transformation des hormones T4 en T3, en plus d'être un antioxydant, et on sait que la thyroïde est très fragile et qu'il faut la protéger des espèces réactives de l'oxygène. Et en plus de ça, le sélénium protège d'un excès d'iode. Donc attention, parce qu'un excès d'iode, c'est jamais bon. Et donc, une quantité suffisante de sélénium peut protéger en cas d'excès. Le zinc, qui est le cofacteur de première importance de la 5' déiodase, qui donc active les hormones T4 en T3. Et en plus, on a besoin de zinc pour produire de la TRH et de la TSH. Donc, ce zinc est aussi très, très important. Le fer, qui est un cofacteur de la TPO, donc cette enzyme qui va, comme on l'a vu, vraiment catalyser les 2 étapes initiales de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Et donc, on voit beaucoup de déficits en fer chez les personnes qui souffrent de troubles de la thyroïde. Donc, il y a vraiment des corrélations qui ont été faites entre fer et TSH et entre fer et T4, et notamment chez la femme enceinte, mais aussi chez l'enfant. Et puis, on a aussi le cuivre. Alors, le cuivre, lui, évidemment, c'est un antioxydant, on le sait. Il maintient l'activité de la thyroïde, donc il empêche par exemple un excès de T4, et en plus c'est un antioxydant, ça je vous l'ai dit, et donc on a besoin de protéger la thyroïde du stress oxydant. Et puis vous avez vitamine E, vitamine A, notamment pour l'entrée des hormones thyroïdiennes dans le noyau. Et donc on voit bien que le statut nutritionnel est un élément clé, bien entendu, pour produire des hormones thyroïdiennes. Alors, on va rentrer donc maintenant vraiment dans le vif du sujet. On découvre de plus en plus de choses. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc, c'est vraiment, comme vous le savez, le microbiote, en plus d'être mon dada, c'est un monde qui est relativement nouveau. Et donc, on découvre avec le temps vraiment toute l'importance de ce lien qui existe entre thyroïde et intestin. Donc, c'est une relation que l'on qualifie de symbiotique, puisque l'un va influencer l'autre. Donc, notre santé de la thyroïde, eh bien, elle est corrélée à celle du microbiote. Donc, clairement, le microbiote va avoir un impact sur la santé de la thyroïde, mais l'inverse est vrai aussi, puisque, par exemple, avoir une thyroïde ralentie, ça va constiper, et que la constipation peut modifier la composition du microbiote. Donc, on voit bien que c'est une relation qui se fait vraiment dans les 2 sens, et que, en plus, notre système immunitaire, lui aussi, il influence la composition de notre microbiote intestinal.
Alors, cette relation symbiotique, elle s'exprime de différentes façons, hein, j'ai envie de dire. Donc, on a d'une part les hormones T3 qui sont des hormones en fait qui sont impliquées dans la différenciation des entérocytes, donc nos cellules intestinales. Donc, en gros, eh bien, quand on manque d'hormones T3, eh bien, on va par exemple en cas d'Hashimoto, hein, mais ce n'est pas le seul exemple, mais donc le fait d'être en hypothyroïdie et d'avoir une faiblesse finalement au niveau de la production de nos entérocytes, eh bien ça va évidemment favoriser un leaky gut. Le fait d'être soit en hypo, soit en hyper, ça favorise évidemment des symptômes intestinaux, vous le savez, en hyper plutôt diarrhée, en hypo plutôt constipation, parce qu'il y a une altération de la fonction neuromotrice. On sait très clairement aujourd'hui qu'une hypothyroïdie augmente le risque de SIBO. Okay, donc ça c'est très très clair. Il y a une association qui existe et c'est par le biais de la constipation, bien entendu. On sait aussi, on a observé que chez les patients qui souffrent d'hyper, il y a une dysbiose. On a moins de bifidobactéries, moins de lactobacilles et on a une augmentation des entérococcus. Et ce qui est très intéressant et qu'on va aussi voir ensemble, c'est qu'il existe aujourd'hui véritablement des profils de microbiote. Non seulement il existe des profils de microbiote si on prend les troubles de la thyroïde de manière générale, mais ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'on a des profils ciblés en fonction du type de trouble thyroïdien. Donc, que ce soit, on va le voir, des nodules, le cancer, un Hashimoto, une maladie de Besdo, eh bien, il existe des profils types. Alors, évidemment, c'est à prendre voilà, avec des pincettes, hein, parce que les profils types, ça évolue avec le temps, etc. Mais ça montre que d'un point de vue statistique, ça a vraiment été démontré, d'une part, le rôle du microbiote et qu'il y a vraiment des perturbations directement liées de façon corrélée, on va dire, aux différents problèmes. Alors, autre lien que l'on va aborder aussi, c'est le rôle de certaines bactéries dans le cycle entérohépatique des hormones thyroïdiennes. Donc, vous avez des bactéries qui sont capables de les déconjuguer et donc d'augmenter finalement le pool en hormones thyroïdiennes. Donc, ça peut être évidemment très intéressant chez les patients qui sont plutôt en hypo. On sait aussi qu'il existe des déiodinases ou des déiodases dans l'intestin. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de cette production de T3 au niveau hépatique, mais il y a aussi la possibilité d'en produire au niveau de l'intestin, ce qui montre le lien et le rôle de l'écosystème intestinal. Et comme je l'ai dit, certaines bactéries peuvent même contribuer aussi à absorber l'iodothyronine déconjuguée. Donc l'iodothyronine déconjuguée, je vous ai parlé de mythes, hein, tout à l'heure, mythe et dite qui s'associent. Eh bien, c'est mythe, hein, donc c'est l'hormone T1, si vous voulez l'appeler comme ça. Alors, on va peut-être synthétiser les liens entre thyroïde et écosystème intestinal en parlant de 3 grands aspects. Donc, on a évidemment le microbiote et les métabolites, on l'a dit, qui vont avoir un effet sur la thyroïde. Ça peut être de façon directe ou de façon indirecte, mais on peut épingler, on va dire, 3 grands mécanismes. Donc, influence sur l'absorption des nutriments. On a parlé maintenant, juste avant, des nutriments dont on a besoin pour produire des hormones thyroïdiennes. Évidemment, si vous souffrez, par exemple, d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, je prends un cas extrême, et qui va entraîner des troubles de l'absorption, c'est évident que eh bien, vous risquez d'avoir un problème au niveau de la thyroïde. Donc, un effet sur l'absorption des nutriments nécessaires aux hormones thyroïdiennes. 2, un rôle dans la conversion et le stockage de la fameuse iodothyronine dont je vous ai parlé. Donc, c'est T1, donc c'est un dérivé iodé de la thyronine. Donc, c'est un acide aminé, hein, cette thyronine, qui résulte de 2 tyrosines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en éliminant une molécule d'alanine. Donc, on a un effet ou un rôle de ce microbiote sur la conversion et le stockage de l'iodothyronine, donc de T1, par des enzymes métaboliques qui dérivent du microbiote. Et puis, le 3e aspect, eh bien, c'est évidemment l'immunité, un effet donc, de la thyroïde sur la régulation immunitaire. On sait
un effet du microbiote sur la régulation immunitaire. On sait qu'on a évidemment toute une série de dérivés, de métabolites du microbiote qui peuvent interagir avec notre immunité, qui peuvent aussi entraîner la production de cytokines inflammatoires, etc. Et tout ça va réguler donc notre immunité. Alors, on va commencer avec l'aspect numéro 1, donc microbiote thyroïde et absorption de nutriments. L'iode, par exemple, eh bien, aujourd'hui, on sait que l'iode, eh bien, il y a un lien en termes d'absorption et que quelqu'un qui aurait beaucoup de LPS va moins bien absorber l'iode, à l'inverse de quelqu'un qui aurait beaucoup d'acides gras à chaîne courte qui pourrait mieux absorber l'iode. Donc, on voit bien que le microbiote est impliqué dans l'absorption. Donc, les LPS peuvent inhiber certaines enzymes qui sont impliquées dans l'absorption de cette iode. Donc, les LPS peuvent aussi augmenter l'expression de gènes de la thyroglobuline. Et ces LPS vont avoir aussi une influence sur la transformation de T4 en T3, donc sur la production des hormones thyroïdiennes T3. Donc, on voit bien qu'il y a clairement un lien et qu'on a tout intérêt à avoir une bonne santé intestinale pour bien absorber l'iode. Alors, le sélénium, c'est évidemment, on l'a dit, un antioxydant, mais c'est aussi un minéral qui contribue à une bonne production de lymphocytes T régulateurs. Et donc, évidemment, dans la maladie auto-immune de la thyroïde, si on n'a pas suffisamment de T-reg, comme on les appelle, donc de lymphocytes T régulateurs, eh bien notre immunité, elle peut s'emballer dans un sens ou dans l'autre. Donc le sélénium, il va contribuer à calmer un petit peu notre immunité, à calmer le jeu. Et donc, on a intérêt à en avoir en suffisance. Donc ici, je vous décris les liens directs avec l'écosystème intestinal. Les autres rôles, je les ai décrits auparavant. On sait que le sélénium limite la sécrétion de cytokines dans les problèmes inflammatoires, donc dans la thyroïdite, notamment Hashimoto. On sait qu'on a un rôle de prévention de l'apoptose des cellules folliculaires. Et ce qui a été aussi observé, c'est que notamment les lactobacilles favorisent l'absorption du sélénium. Donc, on voit bien qu'on a aussi un effet avec le sélénium. Alors, on a aussi, évidemment, on le sait, un effet du microbiote directement sur l'absorption des micronutriments. Et c'est par exemple le cas du fer, du cuivre et du zinc. Donc, cet iode, on en a besoin, on l'a vu et dit, pour produire des hormones thyroïdiennes. Il est absorbé à plusieurs endroits grâce à ce qu'on appelle le saint porteur Nice, et qui est exprimé dans les cellules thyroïdiennes, mais aussi dans d'autres tissus. Et vous le savez, malheureusement, l'iode, beaucoup de déficits dans la population. Ça fait partie des plus grands problèmes de santé publique au niveau mondial, à tel point que voilà, maintenant, on conseille vraiment de plus en plus le sel iodé, etc. Alors, c'est très bien tous ces sels qui coûtent bien cher et qui sont très riches en nutriments, mais en général, ces sels-là ne contiennent pas d'iode. Donc, à choisir, parfois, moi, j'encourage vraiment à prendre un baie de sel enrichi en iode, puisque un déficit est fréquent et qu'il peut entraîner un risque augmenté de goitre, de nodules et même de cancer. Et attention, parce qu'on sait aussi que l'iode, à forte dose, peut influencer notre microbiote intestinal. Alors attention, en cas d'excès, on a un effet qui s'appelle Wolff-Chaikoff, où vous allez observer une diminution transitoire de synthèse des hormones thyroïdiennes, à peu près 24 heures, donc ça fait une hypo. Et donc ça va faire transitoirement une hypothyroïdie, mais à l'inverse, un excès d'iode peut induire une hyperthyroïdie chez les patients qui sont déjà à risque, soit avec un BSEDO ou une maladie grave, pareil, latente, soit personne qui aurait un goitre. Donc, méfiance, parce que très souvent, dès qu'on dit attention, là, il y a beaucoup de déficits, il y a certaines personnes qui prennent ça au pied de la lettre et qui se mettent à manger des algues matin, midi et soir, et ce n'est pas spécialement une bonne idée. Alors, le fer maintenant. Donc, le fer, il va permettre donc une bonne utilisation de l'iode, donc il est vraiment
important dans l'efficacité de l'iode, mais aussi donc sa synthèse, son stockage et fatalement pour la sécrétion des hormones thyroïdiennes, on l'a vu. Aussi beaucoup de déficits et pas oublier que eh bien, la fameuse TPO dont je vous ai parlé, elle est fer dépendante et donc on va avoir en cas de déficit une altération de l'activité de cette TPO et donc fatalement une baisse des hormones thyroïdiennes avec une augmentation de la TSH et donc ça peut entraîner après de la constipation, comme on l'a dit, et donc une modification du microbiote. Donc vous voyez que cette relation, elle se fait vraiment dans les deux sens. Mais attention, encore une fois, en excès, on sait très bien que vous avez toute une série d'entérobactéries, donc pas des sympas en gros, notamment Escherichia coli, mais c'est vrai aussi pour d'autres, qui utilisent le fer pour se développer. Et donc, en cas d'excès de fer, on va avoir une augmentation de ces entérobactéries, ce qui est bien sûr pas une bonne idée, vous l'aurez compris. Donc, exactement même discours. On peut manquer de fer et bien sûr, il faut alors encourager une supplémentation. Malheureusement, en excès, c'est pas une bonne idée. Alors, le zinc, on l'a dit, on en a besoin pour la 5'-déiodase. La SOD est dépendante du zinc. C'est un composant du facteur de transcription de liaison aux hormones thyroïdiennes. Il a une influence au niveau de la liaison des hormones T3 au niveau du noyau, donc c'est quand même important. Et donc, on a aussi beaucoup de déficits chez les hypothyroïdiens avec une relation réciproque hypothyroïdie, carence en zinc et inversement. Donc, encore une fois, toujours bien regarder dans les deux sens la relation. Et donc, quelqu'un qui manque de zinc va avoir un problème de TSH, TRH, T4, T3. Et on a vraiment observé que chez le rat, mais ça a été confirmé chez l'homme aussi, on a une diminution des hormones thyroïdiennes T4, T3 en cas de déficit en zinc. Donc, ça fait partie aussi des problèmes. Et on sait aussi qu'il y a une diminution de l'absorption qui est donc liée au microbiote et qui grandit avec l'âge. Alors, le sélénium, donc, j'en ai parlé, il est impliqué à plusieurs niveaux dans la thyroïde. Bien sûr comme antioxydant, mais on sait qu'il y a beaucoup de sélénium dans la thyroïde. Donc en cas de déficit, il y aura moins d'hormones thyroïdiennes. Et on sait qu'en cas de maladie auto-immune de la thyroïde, on a une diminution grâce au sélénium des anticorps antithyroïdiens. On a une amélioration du métabolisme et des symptômes. Donc on observe non seulement des déficits en sélénium, mais quand on va apporter du sélénium, on va avoir une amélioration. Donc ça, c'est évidemment très intéressant. Et attention, en fonction du microbiote, vous avez encore une fois certaines familles qui sont capables véritablement de séquestrer le sélénium et donc de limiter sa disponibilité. Donc il ne faut pas s'étonner que certaines personnes, vous voyez que vont prendre du sélénium et ça ne monte pas. Le microbiote peut être responsable de cette problématique. Alors, je ne les ai évidemment pas classés nécessairement par ordre d'importance, on est bien d'accord. Mais donc, on a cette fameuse vitamine D, qui, bien sûr, est bien connue pour ses effets osseux, mais aussi extra-osseux, donc qui a notamment un rôle très intéressant sur l'immunité et sur la tolérance. Par exemple, vitamine D aussi va stimuler les lymphocytes T-régulateurs. Donc, on a vraiment une protection au niveau des maladies auto-immunes. Alors, les patients hypothyroïdiens en manquent, certes, mais c'est le cas de tout le monde. Donc voilà, mais apparemment, ce serait encore un peu plus compliqué, d'autant que c'est un anti-inflammatoire, la vitamine D, donc c'est vraiment une priorité absolue, puisqu'il y a bien sûr ce terrain inflammatoire, immunitaire, qui est latent chez les patients qui souffrent de troubles thyroïdiens. Et donc, on observe une corrélation inverse ou une décorrélation inverse entre, d'une part, la vitamine D et d'autre part, les anticorps, anti-TPO, anti-thyroglobuline et la TSH. Et une positive avec la T3. Donc là aussi, toujours bien penser, il y a tellement de déficits
en vitamine D, c'est vraiment catastrophique. Donc voilà, tout ce que je viens de vous dire fait vraiment l'objet de publications. On a ce microbiote qui joue un rôle absolument central, non seulement de façon directe par une régulation du système immunitaire, et notamment là intervient la vitamine D, mais aussi son effet sur l'absorption des micronutriments comme le fer, comme l'iode, comme le sélénium, comme le zinc. Et donc, si ces nutriments ne sont pas disponibles, eh bien, ça va poser problème. Et donc, à partir du moment où on a des problèmes immunitaires, eh bien, on augmente évidemment, on le voit ici, une dysbiose va augmenter le risque de troubles de la thyroïde. C'est quelque chose qui est décrit depuis quand même bien longtemps. Et cette publication met en avant les bienfaits de probiotiques, et on va évidemment en parler tout de suite, puisque ça fait partie des options que l'on a sous la main, c'est de proposer des probiotiques à nos patients. Alors, très important de préciser que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été montré que les patients qui souffrent de manière générale de troubles de la thyroïde, eh bien, vont plutôt manquer globalement, donc de manière générale, de lactobacilles et de bifidobactéries. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on a quand même, je vais vous dire, des petites exceptions. Je vais vous dire tout de suite, notamment dans la maladie de Besdo, il faut quand même être vigilant, mais on va le voir tout de suite ensemble. Alors, donc, il semblerait, d'après les études, c'est quand même très intéressant, que la réponse, notamment à la lévothyroxine, eh bien, soit corrélée à la composition du microbiote, et que le fait de donner des probiotiques permet de diminuer les besoins en lévothyroxine de manière générale. Et donc, on aurait un effet de stabilisation de la TSH qui serait lié au microbiote. Donc, on voit bien que ces probiotiques peuvent être très intéressants, et sans oublier, comme on l'a vu sur la dia précédente, qu'on a aussi une meilleure absorption des nutriments. Mais attention, il y a une publication qui met en avant le fait que chez certains patients, et notamment des patients qui souffrent de maladies de Besdo avec beaucoup d'anticorps anti-TPO, eh bien, on retrouve plus de lactobacilles chez ces patients-là. Et donc, par prudence, eh bien, il serait bien de noter que en cas d'hypothyroïdie, on peut toujours donner des probiotiques, il n'y a absolument pas de problème. En cas d'hyper, avec une maladie de Grave par exemple, eh bien, il faut être nettement plus prudent. En tout cas, moi, je le suis. Donc voilà, il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention. Donc, ce qu'on a aussi observé, c'est qu'il existe, on va le voir, une association entre risque de cancer de la thyroïde et la composition du microbiote. Ça a été démontré pour les nodules aussi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le fait de donner des lactobacillus reuteri, eh bien, ça va moduler l'immunité, notamment des interleukines 10 qui sont anti-inflammatoires, qui vont stimuler la libération de lymphocytes T régulateurs, donc ceux qui calment notre immunité, et on a des effets d'élévation des hormones T4. Alors, on a aussi cette notion importante de déconjugaison des hormones thyroïdiennes. Et donc, comme je vous l'ai dit, eh bien, en fonction de la composition de votre microbiote, vous allez avoir une réabsorption plus importante. Et on a, encore une fois, en donnant des probiotiques, eh bien, on a moins besoin de devoir ajuster. Enfin, on a une meilleure stabilité de la TSH et de la T4. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des effets vraiment très intéressants, notamment avec les lactobacillus reuteri sur la fonction thyroïdienne. Donc ici, c'est à l'inverse, cette notion de déconjugaison, vous la connaissez peut-être dans le cadre des œstrogènes, et ça pose problème parce que ça augmente la charge en œstrogènes. Ici, on peut se dire que certains patients qui manqueraient d'hormones thyroïdiennes, eh bien, le fait de découpler les hormones thyroïdiennes et de réabsorber plus d'hormones thyroïdiennes, eh bien, c'est plutôt un avantage.
Et ce qu'on sait aussi, c'est que le microbiote peut inhiber la 5' déiodinase, donc baisser la conversion de T4 en T3. Donc on voit bien que ce microbiote est très très impliqué. Donc, on a évidemment un lien entre microbiote et maladies auto-immunes. Donc, les maladies auto-immunes de la thyroïde, dans ces cas-là, on voit des auto-anticorps qui vont entraîner donc soit BESDO, soit Hashimoto. Au niveau des hypothèses, eh bien, on peut aujourd'hui mettre en avant le fait qu'il y aurait une réactivité antigénique croisée entre microbiote et thyroïde. Et donc, ça a été notamment observé avec Yersinia enterocolitica. Quand le microbiote est altéré, qu'est-ce qu'on observe? Un microbiote, fatalement l'entrée d'antigènes, l'activation du système immunitaire par mimétisme moléculaire, et on va avoir une réaction immunitaire. Donc, on a des plasmocytes qui vont être activés, former des anticorps qui vont se lier à ces antigènes. Et donc, voilà, on a clairement un lien démontré entre microbiote et les maladies auto-immunes. Donc, une dysbiose peut aussi augmenter la production d'auto-anticorps de façon directe en modifiant évidemment notre réponse immunitaire. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, des signatures vraiment spécifiques. Donc, chez tout le monde, quel que soit le problème immunitaire, on a une diversité et une richesse qui sont abaissées, avec moins de lactobacilles, moins de bifidobactéries. Dans les hyper, on a plus d'entérococcus, je vous en ai parlé, on a des ratios. Alors, j'ai mis Bacillota, excusez-moi. Bacillota, c'est le nouveau nom des firmicutes. C'est juste pour nous rendre tous fous. Je voulais vous signaler que c'est pas encore ultra... si, c'est officiel, mais c'est pas encore utilisé. Mais donc, voilà, je l'ai mis là. Mais il y a des nouveaux noms de phyla qui ont été proposés fin 2021 et qui sont maintenant à l'étude. Mais donc, je vous l'ai mis pour vous en parler. Donc, anciennement, Firmicutes bacteroidetes. Mais donc, il y a des noms qui changent si jamais vous êtes un adepte de la littérature. On voit aussi plus de Prevotella. On a aussi un lien qui a été montré entre Helicobacter pylori et maladies graves. Et vous le savez, il y a 30, 40%, jusque 50% de la population qui serait porteuse d'Helicobacter pylori, certains sans le savoir. Chez les hippos, moins de Prevotella, par contre, une richesse plus importante, mais qui, sans doute un biais, ce serait lié à la constipation et donc ça augmente le développement bactérien et le risque de SIBO. Donc, on voit bien qu'on a vraiment des profils de microbiote qui sont spécifiques selon le type de maladie auto-immune, hypo ou hyper, donc ça a vraiment été prouvé. Et ce qui est clair aussi, c'est que Faecalibacterium prausnitzii est protecteur, cette fameuse souche la plus anti-inflammatoire qui soit et qui malheureusement n'existe pas encore sous forme de post-biotique. Donc voilà, je pense que j'arrive doucement au bout. J'ai parlé du microbiote, mais bien entendu, ce microbiote, il fait des métabolites. C'est soit un rôle direct des bactéries, soit un rôle indirect par les métabolites que ce microbiote va produire, et notamment les fameux acides gras à chaîne courte, short chain fatty acids, qui vont avoir un effet sur l'intégrité de la barrière, sur la réponse immunitaire, sur la protection par rapport à l'entrée des pathogènes et sur les processus inflammatoires et immunitaires. Donc, ces acides gras à chaîne courte sont évidemment aussi des acteurs très, très importants. Donc, on a, en termes de stratégie, c'est très important de gérer évidemment l'inflammation. Et donc, pour ça, vous avez intérêt à conseiller une alimentation anti-inflammatoire et conseiller aussi de la glutamine. On a un rôle extrêmement protecteur des polyphénols qui, comme vous le savez, sont des prébiotiques qui vont donc vraiment favoriser l'équilibre du microbiote. Un rôle majeur de la vitamine D, non seulement comme anti-inflammatoire, mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais qui joue aussi un rôle sur le fait que la barrière intestinale soit bien conservée, on va dire. Donc, cette vitamine D, elle joue vraiment un rôle très important sur la qualité de la muqueuse. Les probiotiques, oui, certainement les yeux fermés, un mélange de lactobacilles et de bifidobactéries en cas d'hypo, en cas d'hyper aussi, sauf quand c'est vraiment une maladie auto-immune avec de grave.
donc en hyper seulement, hein, pas Hashimoto. Donc là, on a vraiment intérêt à être un petit peu prudent tant qu'on n'a pas d'explication plus claire. Et bien entendu, l'iode. Mais alors, j'ai mis l'iode, mais c'est vrai pour tous les micronutriments, bien entendu, que je vous ai cités au préalable. Donc voilà, c'est vraiment, ça fait l'objet de nombreuses publications, cette corrélation entre thyroïde et écosystème intestinal. C'est plus du tout un mythe, que ce soit au niveau de la barrière, au niveau de la production des hormones. Et ce qui n'est pas un mythe non plus, c'est l'efficacité, d'une part de renforcer la barrière, mais aussi efficacité des probiotiques. Et donc, on a très clairement une altération de notre microbiote et de la perméabilité intestinale, et notamment dans les maladies auto-immunes. Et ici, ça a été publié sur la thyroïdite d'Hashimoto. Et donc, on voit bien très clairement qu'il y a vraiment une signature de microbiote qui existe en fonction du problème. Je vous l'ai montré pour Hashimoto et pour d'autres troubles, mais c'est vrai aussi pour le cancer de la thyroïde, c'est vrai aussi pour les nodules. Et donc, cette étude montre ici qu'un changement de microbiote est associé au cancer de la thyroïde et aux nodules. Et donc, on a vraiment des signatures précises aussi pour ces problèmes-là. Et donc, ça ouvre évidemment la porte grande ouverte à l'utilisation de probiotiques qui pourraient notamment aussi améliorer les traitements, notamment dans le cancer de la thyroïde, il y en a quand même pas mal, mais aussi au niveau des nodules. Et je pense, voilà, ça c'était juste pour montrer donc ces fameux profils entre cancer thyroïdien et patients qui souffrent entre microbiote et ces fameux profils de thyroïde. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, encore une fois. On a eu beaucoup de questions, donc je vous laisse regarder ça un petit peu. J'en profite pour dire 2 mots sur Compliment Pro. Donc, ce webinaire était proposé par Compliment Pro. Et d'ailleurs, j'ai vu des questions passer au niveau du replay. Le replay sera bien disponible depuis la plateforme. Donc, ma collègue va vous partager, je pense, dans le chat, le lien pour vous inscrire et donc accéder au replay, à la présentation d'OcoSlides et d'ailleurs à tous les replays et différentes formations qu'on peut proposer. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Compliment Pro, je vous en parle un tout petit peu. C'est une plateforme qui est dédiée aux professionnels de la santé et donc qui va vraiment vous permettre de recommander vos laboratoires favoris, donc de compléments alimentaires de manière ultra simplifiée pour vos patients. Donc, c'est en 3 points un petit peu la proposition de valeur. La première chose, c'est donc avoir accès à un très large choix de compléments alimentaires, étant donné que c'est une plateforme qui est multimarque. Vous allez pouvoir créer des recommandations et les envoyer de manière très simple depuis cette plateforme. Et ensuite, vous pouvez suivre en fait la commande du patient, vous assurer de la bonne adhésion et du bon suivi de vos recommandations. Parce que vos patients, notamment, ils vont recevoir en fait directement tout ça livré chez eux. Donc, ce qui simplifie énormément la prise pour eux également. Alors, comme je le disais aussi, c'est une plateforme qui est multimarque. Donc, si vous passez sur l'outil, vous allez voir les différents laboratoires avec lesquels on travaille aujourd'hui. L'offre, elle s'agrandit vraiment au quotidien. Donc, si vous avez des propositions, n'hésitez pas à nous partager les laboratoires avec lesquels vous travaillez déjà, que vous souhaiteriez voir apparaître sur l'outil Compliment Pro. Et également, ce qui est important à rappeler, c'est que c'est un outil qui est entièrement gratuit. L'objectif, c'est réellement de vous simplifier la vie, en fait, de simplifier vos recommandations et ensuite de réellement simplifier le bon suivi de ces recommandations pour vos patients. Il y a toute cette formation en continu aussi. Depuis la plateforme Compliment Pro, vous avez accès à toutes les formations, à tous les webinaires. Vous pouvez nous proposer des thématiques d'ailleurs et nous, c'est avec plaisir qu'on essaiera d'y répondre le mieux possible. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire via le lien qu'on vous a partagé dans le chat. Ensuite, nous, on prendra un petit contact avec vous, un appel donc d'une vingtaine de minutes pour faire un peu connaissance et vous présenter bien sûr les différentes fonctionnalités de la plateforme. Et ensuite, on vous propose également en fait toute une vraie formation d'1 heure sur la gamme, donc sur les différents laboratoires qui sont présents, les différentes gammes produits selon les objectifs de vos patients. Donc, tout ce suivi également auquel vous aurez accès.
Et la dernière petite chose, c'est qu'on vous invite également à vous inscrire aux prochains événements qui sont proposés par Compliment Pro. Donc, on vous partage le lien également dans le chat, donc le lien d'inscription via Livestorm. La première chose, ça sera donc le 16 mars, pardon. On va parler de micronutrition et du sport avec Christophe Cario, donc qui viendra nous présenter sa marque NutriPure et donc les supplémentations adaptées aux sportifs. Et ensuite, le 30 mars, Ludovic Rondini qui va venir nous parler du stress un petit peu et de cette fine ligne entre le stress passager et puis jusqu'au burn-out et puis les solutions micronutritionnelles qui peuvent être adaptées pour accompagner au mieux toujours vos patients. Donc, on va pouvoir passer un petit peu sur les questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder un petit peu tout ça, Véronique. Je ne voulais pas passer trop de temps sur Un petit l'outil. peu, mais voilà, il y a beaucoup de questions. Donc, je ne crois pas qu'on va pouvoir tout aborder, mais on va faire un max et je vous laisse. pire, Je vous laisse. Je vais vous poser 2-3 questions, mais au pire, ce qu'on peut faire par la suite, si on n'a pas le temps de tout aborder, c'est que moi, je pourrais vous envoyer quelques questions aussi, et puis vous pourrez prendre le temps en dehors d'y répondre et on pourra répondre aux participants dans ce cas. On va faire un petit peu au mieux en live là maintenant. Alors, quels sont les dosages préconisés de vitamine D pour des patients qui seraient atteints d'Hashimoto? Première question. Alors, il n'y a pas de préconisation, il faut viser en tout cas des normes dans les valeurs supérieures, donc il faut viser au moins 50, 60 nanogrammes microgrammes par millilitre en vitamine D. Et donc, en fonction du taux de départ du patient, on peut monter à 4000, 5000 unités au quotidien pour essayer de faire monter ça. Donc, ça va vraiment dépendre de la prise de sang de départ. D'accord. Il semblerait que la glutamine peut causer de la constipation à certaines doses. Dans le cas d'une hypothyroïdie, tendance à constipation, peut-on conseiller quand même la glutamine? Encore une fois, ça va être… Alors, d'abord, je trouve que parfois, les doses de glutamine qui sont conseillées sont exagérées. Moi, j'observe que finalement, avec des petites doses de 1-2 grammes, on a déjà des très bons résultats au niveau de la muqueuse intestinale. Donc, on n'est pas obligé de charger en glutamine. Et globalement, la glutamine, je trouve qu'elle a tendance à arrêter la diarrhée, mais pas spécialement à constiper. Donc, voilà, il n'y a pas de souci, je pense, avec la glutamine. Après, bien entendu, ça va dépendre du patient. Et bien sûr, s'il souffre d'un problème d'hypothyroïdie, fatalement, il a peut-être déjà un peu de constipation, mais on peut l'accompagner pour ça aussi. Mais a priori, pas des méga doses, mais ça fonctionne. D'accord, parfait. Alors, concrètement, en s'occupant du microbiote et donc de la perméabilité intestinale, en plus des micronutriments et d'une assiette anti-inflammatoire, avez-vous pu guérir des cas d'Hashimoto? Alors, guérir, c'est un grand mot, hein. On ne va pas être survendeur, mais équilibrer, certainement. Donc, oui, on a une baisse des auto-anticorps. Donc, il y a vraiment moyen d'agir, mais ça prend du temps parce que fatalement, il y a une fragilisation du système immunitaire. Hein, ça ne tombe pas comme ça. Donc, on peut vraiment bien équilibrer les personnes et faire en sorte que les traitements diminuent un petit peu avec le temps. Maintenant, de là à dire qu'on peut guérir, ce serait un peu survendeur. Il y avait des guillemets sur le guérir que je n'avais pas précisé. Alors, que faire lorsque les valeurs de la prise de sang sortent des normes, mais que le patient ne souffre d'aucun symptôme? Alors, très clairement, on ne fait rien. Donc, on ne fait rien. Il faut savoir que la valeur les normes, enfin la présence, la quantité de TSH dosée dans le sang, elle fluctue beaucoup au cours de la journée. Donc, on peut avoir fait une prise de sang à un moment donné où c'est plus, c'est moins, etc. Donc, s'il n'y a pas de symptômes, on ne va pas traiter. Et à l'inverse, quand les valeurs ne sont pas bonnes et qu'il y a des symptômes, je pense qu'il faudrait envisager le traitement. D'accord. Est-ce que vous avez peut-être, parce que voilà, on voit qu'il y a énormément de questions, est-ce qu'éventuellement vous avez des ressources supplémentaires que vous pouvez partager aux participants qui pourraient ensuite aller regarder un petit peu ça de plus près? Si je peux me permettre, j'ai une formation en ligne
qui est exclusivement consacré d'une part au microbiote, une formation très longue et très complète sur le microbiote, mais aussi une plus courte, mais quand même déjà, elle fait 4-5 heures quand même sur la thyroïde. Et puis, j'ai aussi des webinaires. Voilà, les personnes qui sont abonnées à mes newsletters, ils savent que je fais des webinaires, notamment, il y a une série de 3 webinaires qui arrivent sur comment moduler concrètement le microbiote avec les filles. Donc, des ressources, soit c'est les études scientifiques, soit des livres complets sur le sujet. Je n'en connais pas vraiment. Mais voilà, peut-être par mes newsletters, par Instagram, il y a moyen de trouver. Déjà se former un petit peu. Voilà. On va repasser un petit peu, je vais repasser un petit peu rapidement sur quelques petites questions en plus. On peut déborder un petit peu. Je ne sais pas si vous aviez une impérative là, à la fin de l'heure. Ou si vous pouvez rester encore un petit peu avec nous. Okay, parfait. Mais moi pas. Alors, existe-t-il un examen fiable pour diagnostiquer du coup Hashimoto et comment équilibrer lorsque la thyroïde stocke trop d'iode? Lorsque la thyroïde stocke trop d'iode, non, ça c'est pas vraiment, c'est peut-être une absorption éventuellement, mais c'est en général pas ce type de problème. Et au niveau des examens, c'était quoi la question? Ah oui, pour des examens très concrets pour Hashimoto, oui. Alors, vous avez le plus utilisé, c'est évidemment les auto-anticorps. Donc ça se fait par un médecin. Hein. Je ne sais pas si la question vient d'un médecin ou pas, mais donc nous, en tant que non-médecin, on ne va pas diagnostiquer. Mais c'est vrai que j'observe quand même que très souvent, les auto-anticorps ne sont pas dosés. Or, c'est vraiment sur ce critère-là qu'on va pouvoir voir qu'il y a un trouble de l'immunité. Et donc, c'est le médecin qui va faire le diagnostic en fonction des valeurs de TSH, bien évidemment de T4, de T3, et en parallèle des auto-anticorps. Donc, c'est en général comme ça que ça va se diagnostiquer. Après, très important de signaler, mais j'en parle aussi dans ma formation sur la thyroïde, c'est qu'un Hashimoto, ça commence très souvent d'abord par une hyper. Et donc, il ne faut pas se tromper, parce que si c'est pris en charge ou considéré très tôt, on peut confondre les deux. Donc, au début d'une maladie auto-immune de la thyroïde, c'est pas toujours simple. Et donc, parfois, l'Hashimoto, après, il vient quelques semaines ou quelques mois après une période d'hyper. Ok. Et justement, au niveau de l'hyper, parce qu'il y a quand même pas mal de stratégies, comme disait une participante, pour booster une hypothyroïdie, c'est plus flou pour une prise en charge d'une hyperthyroïdie. Est-ce que vous avez des petits… On sort un peu du sujet, si vous voulez, ici, puisque l'idée ici, c'était de faire le lien entre le microbiote et la thyroïde. C'est vrai que c'est plus difficile encore de prendre en charge une hyper et que là, on va faire tout l'inverse pratiquement, hein, à part la gestion du microbiote, qui va rester la même, entre guillemets, puisque le but, c'est de l'équilibrer, de travailler sur la fonction barrière de l'intestin. Mais sinon, globalement, on va veiller à avoir des apports en iode un peu limités. On va évidemment pas encourager de manquer de sélénium et des choses comme ça. Ça, c'est certain, parce que le sélénium joue sur l'immunité. Mais donc, attention à l'iode, pas trop. On va encourager les aliments qui vont plutôt limiter l'absorption de l'iode, et on va donc vraiment donner tous les conseils inverses de ce qu'on peut donner sur une hypo. On va encourager aussi le calcium, puisqu'on sait que le métabolisme calcique est augmenté, et donc il faut faire très très attention au risque d'ostéoporose, etc. Donc voilà, il faut surtout regarder les conséquences, et après il y a des traitements qui n'ont rien à voir avec la micronutrition et qui sont encore une fois prescrits par des médecins. Il y a beaucoup de questions aussi que je suis en train de voir concernant les souches plus spécifiques, hein, en vrai, de bactéries, donc on pourrait recommander, et puis dans des cas particuliers, donc ça, éventuellement, c'est des choses que je pourrais vous envoyer par mail pour regarder un peu à tête posée. Mais un peu plus général, quelle durée conseillez-vous en général pour les cures de probiotiques sur une hypothyroïdie? Alors, comme vous le savez, le microbiote, il a sa composition de base. Donc, globalement, quelqu'un qui aurait un trouble de microbiote
il ne va pas le régler en faisant une cure de probiotiques. Okay. Donc, globalement, ça veut dire que c'est à vie. Moi, personnellement, en sachant que la majorité des souches sont quand même viables entre 2 et 3 jours, plus pour certaines, le Bifidobacterium longum, c'est 7 jours, je préfère dire aux gens, prenez-en toute votre vie, mais un jour sur 3, que de faire une cure de 3 mois et d'arrêter pendant 3 mois. Donc voilà, malheureusement, alors, si le problème de microbiote est aigu, imaginons prise d'antibiotiques, des choses comme ça qui ont foutu un peu le bordel, alors avec le temps, on peut réguler et là, malheureusement, ça prend quand même 1 an. Et là, après 1 an, on peut considérer que le microbiote revient plus ou moins à sa composition d'avant. Si c'est un trouble de microbiote qui a comme origine le mode d'accouchement, ce que la maman a mangé, la prise d'antibiotiques dans la petite enfance, etc., le microbiote, malheureusement, il ne va pas se refaire avec des probiotiques. Donc, ça veut dire que là, comme je l'ai dit, il va falloir envisager une prise plus longue sur le long terme, quoi. Ok, très clair. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des liens qui ont été établis entre le gluten, le lait et les maladies et la thyroïdite auto-immune? Donc, lien gluten, lait, allergie et auto-immunité. Alors, en tout cas, toutes les maladies comme ça qui sont liées à l'immunité, entre elles, il y a des liens. Donc, il y a des liens entre thyroïde et maladies cœliaques. Ça, c'est mais d'une évidence claire. Donc, de toute façon, quand quelqu'un souffre d'une maladie auto-immune, j'encourage, pourtant je n'exclus certainement pas le gluten chez tout le monde, mais dès qu'il y a maladie auto-immune, j'encourage à éliminer tout ce qui peut potentiellement aller stimuler l'immunité, et c'est le cas du gluten très clairement, puisqu'on sait que la consommation de gluten fait monter la zonuline et donc augmente le risque de porosité intestinale. Donc ça, c'est absolument, absolument clair. D'accord. Donc après, les autres questions sont principalement liées à l'hypothyroïdie en règle générale. Là, par rapport au lien réel entre thyroïde et microbiote, on a fait un petit peu le tour des questions. Donc, je ne sais pas si vous voulez continuer sur l'hypothyroïdie, des questions plus classiques de diagnostic ou autres, ou ça, je peux vous les envoyer et vous y répondez plus tard. Je vois qu'il y a pas mal de messages dans le chat aussi. Alors, donc, je préfère qu'on clôture ici. Je suis désolée, j'ai noté à tout le monde ici que je préférais… voilà, sinon c'est… si je reçois 200 pas répondre à toutes les questions. Je ne veux pas promettre que je pourrai y répondre, hein, pour être tout à fait sincère. Donc voilà, j'ai encore un petit peu de temps, hein, si vous voulez qu'on y réponde ici, parce que après je peux pas promettre. Je suis en pleine sortie de livres et tout, donc ça va être un petit peu chaud là. Pas de souci. Est-ce qu'au niveau donc, des compléments alimentaires, est-ce que les oméga 3, ou d'ailleurs au niveau de l'alimentation, est-ce que les oméga 3 peuvent aider sur ce terrain inflammatoire et sur l'axe thyroïde microbiote? Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé et qu'on peut les mettre. Moi, j'adore, je suis fan, hein, des oméga 3, je suis leur première fan, parce que bien sûr, on les connaît comme anti-inflammatoires, mais ce qui est encore plus intéressant, presque, c'est que les oméga 3 modulent la composition du microbiote et jouent sur la barrière intestinale. Donc, bien sûr, eux aussi, je n'en ai juste pas parlé parce que il y a… Comment je vais dire ça? Il n'y a pas un rôle direct qui a été établi entre un manque d'oméga 3 et des troubles de la thyroïde. Donc, je n'en ai pas parlé, mais globalement, c'est clair que on doit encourager, comme je l'ai dit, une alimentation de type anti-inflammatoire et que les oméga 3 en font absolument partie. Ok. Pas mal de questions aussi pour des patients qui n'auraient plus de thyroïde. Est-ce qu'on propose quand même des compléments alimentaires, des probiotiques, des micronutriments? Alors, de toute façon, on a toujours intérêt à combler des déficits, hein, ça c'est la première chose. Après, s'ils n'ont plus de thyroïde, bien entendu, j'imagine, ils reçoivent un traitement. Or, la majorité des traitements aujourd'hui, c'est de la T4. Donc, ça veut dire qu'il faut que fatalement, cette T4, eh bien, elle soit convertie en T3. Et pour ça, on a bien compris qu'il faut eh bien, du zinc, il faut du sélénium, on a besoin quand même un petit peu de fer. Donc, de toute façon,
équilibrer le statut nutritionnel, c'est toujours intéressant. Et puis après, il faut voir l'origine, la cause de l'ablation aussi de la thyroïde. Mais bien entendu, le statut nutritionnel est important pour tout le monde. Là où ça va avoir moins de sens, c'est de donner de l'iode, par exemple, éventuellement. Mais de toute façon, ce qui compte vraiment, c'est d'avoir un bon statut nutritionnel chez tout le monde. Comment savoir s'il y a un déficit de fabrication des hormones thyroïdiennes ou si c'est un problème d'apport des éléments précurseurs, iode, zinc, sélénium? En dosant. Donc, dosant. le premier réflexe, évidemment, c'est de faire un bilan sanguin approfondi, sélénium, zinc, ferritine, les auto-anticorps, de vraiment, je n'ai pas parlé de ça non plus parce que sinon on est parti pendant 4 heures de formation, mais il y a évidemment toute une série de nutriments à doser pour faire un bilan thyroïdien, des auto-anticorps spécifiques, Hashimoto, etc. Mais voilà, là, on n'a pas le temps de rentrer malheureusement dans tous ces détails, mais la meilleure façon, c'est évidemment de faire des dosages sanguins. J'ai des questions qui après font des parallèles entre l'hypothyroïdie, Hashimoto, endométriose, syndrome prémenstruel, mais à nouveau, je ne sais pas si on va s'écarter autant de la thématique de base aujourd'hui. On va essayer de rester peut-être. C'est déjà un sujet complexe, donc. Je continue. Il y avait beaucoup de questions concernant les références, mais ça, donc, il y en avait dans la présentation et puis il y en aura sur le site qu'on a partagé dans le chat. Sur votre site, dans le chat, il y aura des références également et puis le lien vers vos formations. Ça, je le rappelle. Au niveau des normes, au départ, vous parliez également des normes qui n'étaient pas fiables. Et donc, à quelles normes peut-on se référer aujourd'hui par conséquent? Mais c'est une très bonne question. Malheureusement, je n'ai pas de réponse. J'ai juste mis en avant, et c'est une réalité, que les normes sont très, très larges. Mais on observe des patients qui vont avoir des symptômes avec une TSH à 2,5 et des patients qui auront une TSH à 4 et 0 symptômes. Donc, c'est extrêmement compliqué de répondre à ça, mais c'est vraiment la concordance des symptômes avec la TSH qui doit interpeller. Et donc, c'est quelqu'un qui a vraiment plein de symptômes et qui a 2,5, vraisemblablement, eh bien, il y a quand même un petit problème au niveau thyroïdien. Une question qui vient d'arriver. Donc, le fer et le cuivre sont pro-inflammatoires en complément alimentaire, en complémentation, et risqueraient donc d'augmenter cette inflammation intestinale. Et est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux, du coup, de proposer un rééquilibrage donc, via l'assiette plutôt qu'en passant par des suppléments? Alors, bien sûr, l'assiette reste la base, la référence, mais c'est une telle évidence. Force est de constater que quelqu'un qui manque de fer, eh bien, c'est pratiquement impossible de remonter un fer avec l'assiette. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont bien documentées. Le fer est pro-oxydant uniquement quand on en donne trop. Donc, un fer qui est déficitaire et donc quelqu'un à qui on donne du fer en cas de manque, il n'y a absolument pas de problème, puisque à l'inverse, il ne faut pas oublier qu'un manque de fer, et un manque de cuivre aussi d'ailleurs, c'est pro-oxydant. Donc, autant un manque qu'un excès sont pro-oxydants. Donc, si on veut essayer par l'assiette, parce que le déficit est très léger, qu'on a une ferritine à 29 et qu'on se dit, allez, en faisant des petites corrections, on peut augmenter en fois tant mieux, mais la plupart du temps, les troubles, les manques de fer sont liés à un problème d'absorption. Et donc, c'est clairement, je n'ai pas dit qu'il fallait donner des méga-doses. On va travailler avec des petites doses. Pour rappel, le fer, il est beaucoup plus utile de donner double dose un jour, rien le lendemain. Donc, c'est beaucoup plus efficace de faire double dose, rien, double dose, rien, parce que ça permet de ne pas faire monter l'hepsidine qui bloque l'absorption du fer. Donc, on trompe un petit peu nos systèmes d'absorption. Et donc, voilà, je partage l'avis, mais on ne peut pas dire que de façon systématique, un complément de fer et de cuivre sont pro-oxydants, ça, c'est pas vrai. D'accord. Alors là, il y a 3 ou 4 questions qui viennent d'arriver quasiment au même moment pour la même chose, donc je vous le demande. Pourquoi faire le dosage des hormones thyroïdiennes dans les urines de 24 heures plutôt que dans le sang?
On a beaucoup de questions concernant ces analyses biologiques urinaires plutôt que dans le sang. Alors voilà, moi j'essaye de quand même tirer une ligne. Donc pourquoi dans les urines? Peut-être, je ne fais que des hypothèses parce que un non-médecin est autorisé à le faire dans les urines et pas dans le sang. Peut-être que ça fait partie des causes. Mais en tout cas, les auto-anticorps dans le sang sont très fiables. Donc il n'y a pas de raison. Alors par contre, les hormones thyroïdiennes dans les urines peuvent être un meilleur indicateur parce que là, on va avoir vraiment une idée de ce qui a été utilisé. Donc, je ne sais pas si ce n'était pas ça la question, plutôt que les auto-anticorps. Mon avis, les auto-anticorps, franchement, d'ailleurs, ça ne se fait pas dans les urines, hein, ça se fait dans le sang. Par contre, les hormones thyroïdiennes, c'est vrai qu'il y a pas mal de médecins qui font de la médecine fonctionnelle qui le proposent dans les urines. Et là, c'est un meilleur reflet de ce qui a vraiment été utilisé par le patient. Donc voilà. Et de surcroît, c'est vrai que les non-médecins sont autorisés à demander des analyses urinaires de 24 heures. Après, c'est plus contraignant pour le patient. Parce que conserver ses urines pendant 24 heures, il faut être bien chez soi, quoi. C'est pas facile d'emmener son bidon. Non, c'est sûr. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps à répondre à toutes ces questions. Il y a encore quelques questions qui arrivent. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour quand même des questions essentielles, en tout cas concernant cette présentation qui était très claire. Et on a beaucoup de remerciements aussi dans le chat sur cette excellente présentation. Je pense que tout ça a été très clair. Et pour rappel, le replay sera disponible donc, dès cet après-midi normalement sur Compliment Pro, les slides également. La formation, votre formation Véronique Liès est disponible sur votre site que donc on vous a partagé également dans le chat. C'était un plaisir de vous avoir également à nouveau aujourd'hui. Puis j'espère qu'on va pouvoir refaire un webinaire ensemble tout prochainement sur une nouvelle thématique. Je ne sais pas si vous voulez finir en partageant un mot. Non, moi, c'est un sujet que je trouve passionnant, la thyroïde, parce qu'on n'en parle pas suffisamment et pas assez, et qu'il faut y penser dans beaucoup de problèmes de santé. Et donc, voilà. Je vous remercie. Je remercie tout le monde parce que vous avez été très nombreux. Et avec grand plaisir pour une prochaine fois. Top. Écoutez, bon après-midi à tous. Merci d'avoir été en effet très nombreux avec nous aujourd'hui. Et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.